Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. À l'épreuve de la création, podcast en 4 épisodes. Premier épisode, l'enfance de l'art. Alors, c'est quoi créer ? Je veux dire artistiquement parlant. C'est quoi créer ? Et finalement, la fulgurance créatrice que l'on retrouve chez les artistes n'est-elle pas du même feu que tout ce qui est reconnu et accepté dans notre société comme un acte créateur ? L'artiste est-il si différent de l'ovule et du spermatozoïde qui l'ont conçu, que l'entrepreneur, que le Big Bang, que le boulanger et tout ce qui apparaît et disparaît autour de nous, et cela à chaque pas dans nos existences. J'ai la profonde conviction que de par les créations artistiques, c'est mettre ses pas dans les traces d'un universalisme profondément humain, et cela dans toutes les sociétés passées et présentes. Comme à l'accoutumée, je vais décliner ce sujet en 4 épisodes. Le premier, que vous avez commencé à écouter, s'intitule « L'enfance de l'art ». La semaine prochaine, le 2e épisode aura pour titre « À la recherche du sens perdu ». Puis, 7 jours plus tard, je vous proposerai le 3e épisode. Il sera intitulé « L'enfer, c'est soi ». Et pour conclure, le 4e épisode aura pour titre « Cheminer ». Et pour commencer, je me dois de vous avertir que cette 4e saison de mon podcast sera très différente des précédentes, avec plus d'humeur et d'opinion. Je me prépare à partager avec vous un cheminement très personnel. C'est pourquoi il me semble important de vous dire dès maintenant que ce podcast sera avant tout un témoignage. Si j'y aborde de grands sujets, cela sera ô combien subjectif. Et si ces 4 épisodes peuvent aider des gens, j'en serai intimement heureux. Mais comprenez qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un désir sourd, d'une obligation vitale de vous dire ce que je m'apprête à vous narrer. L'exhibitionnisme n'est pas un de mes traits de caractère et beaucoup confondent mon aisance à une certaine appétence. Si je n'ai aucun problème à parler en public ou devant une caméra, c'est toujours pour porter un propos et non pour me montrer. Ce point étant éclairci, oui, je vais me mettre à nu. Mais les obligations irrationnelles de notre psyché sont tout sauf faciles à comprendre. Alors, trêve de circonvolution linguistique. D'ailleurs, je me rends compte que ces dernières phrases étaient là pour reculer l'instant où tout commence, tout se dit, tout se délie. Par où débuter ? L'enfance. Bien sûr, l'enfance, tout part de l'enfance. Combien de fois a-t-on entendu que nos forces et nos faiblesses viennent quasiment toutes de cette période de notre existence. Et il n'est plus à prouver que le milieu social, culturel, cultuel, géographique, et j'en oublie, tout cela et bien plus vont façonner nos envies, nos rêves, nos possibles. Si vous êtes élevé dans un milieu bourgeois, vous serez autorisé à faire ce que vous voudrez. Quant aux natifs des classes populaires, ils essaieront au pire de s'en sortir ou pourquoi pas tenter d'atteindre le barreau de l'échelle sociale se trouvant juste au-dessus de celui de leurs parents.
Les transclasses, les enfants poètes, les taiseux, les militaires dans l'âme, les amoureux de l'école buissonnière et tous les autres, n'entrant pas dans les cases qui leur étaient dévolues, seront ces enfants trop souvent sacrifiés sur l'autel du conformisme. Je, vous, nous sommes les victimes de l'omerta assourdissante du pouvoir délirant que l'on donne à deux personnes qui trop souvent s'avèrent ne pas être les meilleurs parents pour leur progéniture. Un parent, un bon parent, est cet adulte qui soutient la main de l'enfant afin qu'il se transfigure. Il n'est pas une poupée Carole qu'on habille, nourrit, éduque comme il et elle le veulent. A-t-on à ce point oublié que les parents se doivent de donner la vie et non de prendre l'existence en otage de leur descendance? Je suis né dans la petite classe moyenne, d'un père aspirant à une vie qu'il s'était imaginée sans responsabilité et faite pour son bon vouloir. Fantasmes issus du mode de vie que ses parents arboraient sans retenue. Ils étaient la caricature de la belle vie que Sacha Distel chantait aux oreilles de ces dames en pamoison. Mes grands-parents menèrent la belle et grande vie, ne laissant à leur mort que le squelette de leur fortune et une maladie dévastatrice pour mon père, je veux parler du jeu. Alors, comme beaucoup d'hommes de son époque qui voyaient le grand train leur passer devant eux, il se noya dans le racisme, le jeu et l'incapacité de donner le moindre amour à son enfant, puisque ce rejeton avait le droit aux attentions de ses grands-parents et donc le risque d'hériter de tout à sa place. Et oui, mon père était jaloux de moi, et cela pour tout. De l'amour que ses parents me donnaient, des attentions de son épouse, ma mère, et même de mes enseignants. J'étais finalement très pratique, j'étais la réponse à tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Le naufrage de son couple était d'une triste évidence et au début des années 80, mes parents divorcèrent. Or, cette séparation éloignant un père destructeur ne fut pas le signal d'une accalmie dans mon existence débutante. Ma mère était ce que la société pouvait espérer pour un enfant, d'autant que la chosification, tournant toujours à plein régime en ces années, déjà le simple fait qu'elle soit femme la rendait obligatoirement apte à m'élever. De surcroît issue d'un milieu bourgeois, élevé dans le lit de la douce France de son bassin royal, celui de la partie noble de la Loire. En effet, il est à noter que vous soyez situé dans ce berceau de ce fleuve ou dans son dernier tiers, avant de rejoindre son océan de Marie, vous ne serez pas perçu de la même manière. La source originelle et son premier quart, dont le département portant son nom, la Loire, je veux parler ici de la Loire, du département la Loire, dont sa préfecture est Saint-Étienne, sera le territoire des Rustes, des Ploucs, des Va-nu-pieds. À l'inverse, quand on parle des pays de la Loire, là, royauté, douceur de vivre et élégance fleuriront dans les esprits à tel point que lorsqu'on écrit le simple mot Loire dans un moteur de recherche, on va vous parler de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Vendée. En somme, les pays de Loire ont préempté l'identité de ce fleuve, faisant oublier le Mont-Gerbier de Jonc, qui est sa source, et le département portant spécifiquement son nom. Ma mère, en passerelle des deux Loires, Angers venant vivre dans une commune limitrophe de Saint-Étienne. Sur le papier, on pourrait fantasmer cela, mais il n'en fut rien. Je fus élevé dans la détestation de la Loire et de ses habitants, à coups de « nous ne sommes pas d'ici, nous ne sommes pas comme ces gens-là » et j'en passe.
Ma mère en éternelle bourgeoise angevine, qui, comme ces missionnaires blancs en Afrique, venant apporter culture, progrès et éducation aux sauvages locaux. Rajouter un père raciste et le concubin venant immédiatement remplacer mon père, écarté par leur divorce, raciste lui aussi et homophobe, vous avez là un duo de personnes, ces deux hommes, se réclamant de la droite rance et rétrograde. L'art et la culture n'étaient donc pas le menu le plus présent dans nos assiettes du quotidien. Ma mère abordait ce sujet au travers du prisme de sa profession d'institutrice de maternelle, donc presque immature. Que veut dire immature ici? Par exemple, devant un tableau qui va être beau, ou dérangeant, ou fort, ou signifiant, elle le qualifiera de joli. J'étais donc entouré de choses jolies. L'art relégué en unique fonction de décoration. Pour le reste, mon père et son pendant n'avaient aucun goût pour la culture et encore moins de l'art. Or, pourquoi expliquer ces faits? Car très souvent, le milieu où vous grandissez va imprégner ce que vous êtes, vos intérêts, vos goûts, vos envies, et donc vos devenirs possibles. Personne dans ma famille n'avait d'intérêt, ni même de curiosité pour la création artistique. On déconsidérait même totalement les artistes, à coups de gugus et autres surnoms dévalorisants. Personne dans ma famille n'avait de la pratique artistique, ni dans ceux dits libéraux, ni dans ceux divinatoires. Personne n'était dans ces domaines-là. Mon appétence pour les uns et les autres était au mieux incomprise, au pire réprouvée. Je dois aussi, pour totalement dépeindre la situation, vous dire que je suis fils unique, mais aussi unique dans mes deux familles. Pas d'autres enfants pour reprendre le flambeau de la respectabilité. Cela entraînera une pression folle sur les épaules de l'enfant que j'étais. Alors imaginez la honte sur eux quand, âgé d'une adolescence turbulente, je me suis affiché aimant les hommes comme les femmes, médium, et de surcroît voulant aussi m'épanouir dans les expressions artistiques, qu'elles soient le chant classique, le théâtre, la photographie et l'écriture. Trop, à coup sûr, impossible, fut imposé. Il était une fois un petit garçon. Il ne se sentait pas comme les autres. Il fredonnait souvent d'étranges chansons. Il était une fois un singulier poison qui se répand sans cri ni apôtre. Il pénétra en lui et changea la vie du petit garçon. Art sans attache, art si bravache, art avec tension, l'art comme poison. Le petit garçon grandit, eut ses ondes des enfants des autres, lui avait l'éternel besoin de partir. Il devint un homme, mais pas d'ici, sans attache et sans votre affection, ni même le respect à l'ennemi. Art sans attache, art si bravache, art avec tension, là comme poison. Pourtant malgré tout cela, l'enfant trouva son chemin très loin de vos tristes voix. L'art lui avait pris la main et jamais ne lui lâcha. Cet amour se renouvelle chaque matin. Art
venez d'écouter L'enfance de l'art. Alors, comment faire quand on est un gosse vivant dans une petite ville de province dont la famille est à des milliards de kilomètres d'accepter d'accompagner une vocation artistique? Eh bien, en étant tout sauf original, c'est-à-dire en mêlant rupture familiale et déshérence scolaire. Pourtant, et c'est ce que j'espère qu'entendront les parents pouvant m'écouter, la création artistique est un besoin, une nécessité. Elle est-elle le cœur irriguant notre corps, l'air qui abreuve notre sang d'oxygène? Un enfant voulant créer ne pourra ni faire ni vivre autrement. Ce n'est pas quelque chose qui s'étouffe ou se corrige. Ceux qui auront dû abandonner ce feu intérieur par la pression de leur famille seront soit des morts vivants, soit des bombes à retardement. Morts vivants, car tout ce qui fait de cet être humain la passion, le feu sacré, la pulsion de vie, tout cela aura été éteint avec l'obligation d'abandonner ce en quoi est fait son ADN. Ou alors, vous aurez contribué à créer une bombe humaine, que ce soit à un moment précis ou tout au long de cette vie, cette personne détruira ce qu'il ou elle aura péniblement construit à coup de négation de sa vraie nature. Vous savez, ces gens avec une famille et un job stable qui du jour au lendemain plaquent tout, ou ceux faisant subir à leur entourage des orages dont la violence n'a aucune limite. Et si le besoin de créer n'a pas été assassiné dans l'enfance, cela le tuera du moins à l'intérieur. Car si cela est en elle ou lui, sachez que cela trouvera toujours le chemin de la liberté. Je suis né en banlieue de banlieue. Il n'y avait pas d'artistes dans ma famille, pas de culture, pas de la culture. J'ai grandi dans les années 70-80, pas d'internet, de multitudes de chaînes TV. Je ne savais pas que les beaux-arts existaient pour les personnes comme moi. Je n'avais aucun modèle pouvant m'indiquer comment faire pour exprimer tout ce qu'il y avait en moi. Et pourtant, à coups de tâtonnements, de voix de garage, de folie, de mise en danger, de grand n'importe quoi, de minutie, de quelques joies, de beaucoup de peine, de belles rencontres, de gens m'ayant fermé la porte, d'ignorance, de juste intuition, de recherche, d'abandon. J'ai fait mon chemin pour me trouver et créer. De ne pas avoir le bon entourage, je me suis mis inutilement en danger. J'ai dû me reconstruire, perdant beaucoup de temps, trop peut-être. Pourtant, ce qui fait que je suis encore sur cette terre aux grandes âmes de ceux ayant voulu m'éliminer, c'est ce besoin impérieux de créer artistiquement. Parents, ne fermez pas la porte, au contraire, accompagnez, car jamais ce feu ne peut s'éteindre. Sous peine de tuer cet enfant pour qui vous tremblez. Combien de fois ai-je maudit le ciel de ne pas avoir eu dans ma famille quelqu'un avec qui j'aurais pu échanger, surtout m'aider à ne pas sombrer dans tous les dangers que j'ai affrontés. Car si ce besoin est le brasier qui me tient en vie, il m'a aussi fait faire tout et n'importe quoi. Et si je suis toujours ici, c'est qu'il faut croire qu'un dieu ou un diable a envie de voir si je vais respecter le bûcher qui chauffe mon sang dans mes veines, au point de le faire bouillir continuellement. Quant à ceux qui m'écoutent ici et qui ont traversé cela, sachez vous montrer digne de cette douleur perpétuelle qu'est le besoin de créer.
j'ai le souvenir d'une femme que je fréquentais il y a quelques années. Je tairai ici son identité. Je dirais juste que ses initiales sont RM. Elle s'était mise à peindre. Pas de cours de beaux-arts, pas de technique apprise en cours privés ou livres, non, juste l'impérieuse envie, le besoin. Il fallait qu'elle peigne. Certes, ce début n'était pas fameux. Les limites des autodidactes ne sont pas la technique, mais la culture. Savoir qui, quoi, comment, quand, où, et surtout de savoir pourquoi. L'art a toujours besoin d'une mise en situation. Or, on va l'appeler R, n'en avait que faire, et elle peignait. Certains diraient que c'était grotesque, moi j'y voyais de l'art naïf, et pour cela je lui écrivais des petits textes. Nos chemins se sont séparés, non dus à une quelconque brouille, mais les sentiers de la vie parfois font diverger ou converger. L'affaire que j'ai révélée a fait qu'elle s'est visiblement intéressée à ce que j'écrivais, et la magie des algorithmes ont fait que j'ai recommencé à voir passer ses créations. Elle n'avait pas lâché. Mieux, sa peinture s'était plus qu'améliorée. Et surtout, on sent qu'étant plus à l'aise, plus libre avec son pinceau, elle met dorénavant une réelle intention dans ses créations. Sera-t-elle dans les collections d'un musée? Sûrement non. Et pourtant, elle s'en fout. Et je suis certain que la femme qu'elle est devenue par ces années de création est plus heureuse et surtout plus apaisée qu'elle ne le fut. Soyez tel RM. Ne croyez pas que le train est passé. Lancez-vous, apprenez. Si vous en sentez le besoin, retournez sur les bancs de l'école. Si vous voulez, sans attendre, créer, allez-y. Il en va de votre bonheur, de votre appétence en l'existence. Sans cultiver ce jardin, vous allez devenir un désert, aussi sec et aride que le Sahara. Ne pouvons plus donner amour et joie à ce vivant à vos côtés. Lancez-vous. Il n'est pas nécessaire de tout casser pour cela. Adaptez progressivement votre vie autour de ce feu sacré. Mais si vous exprimez le besoin de faire tabula rasa, alors faites-le. En étant conscient des conséquences, bien entendu. Mais si cela vous dévore de l'intérieur, que pouvez-vous réellement donner aux autres? La société actuelle n'aime pas les gens comme nous. Pourtant, elle offre à qui sait être intelligent toutes les opportunités et facilités pour vivre son besoin de création. Le e-learning, vous savez, les formations grâce à Internet, les cours du soir, les encyclopédies en ligne, les 35 heures SRTT, nouvelles formes de faire famille, rallongement de la durée de la vie, etc., etc. Imaginez, il y a 80 ans, pour une femme vivant dans une petite ville sans emploi, mais avec la charge mentale de s'occuper de son intérieur et de, par exemple, 4 enfants. Eh bien, malgré tout cela, les femmes trouvaient la faille dans cette vie pour pouvoir créer, et d'autres, non. Combien furent sacrifiés sur l'autel du patriarcat et de la réalité de ces sociétés d'alors? Oui, créer est de nos jours possible. Ce n'est ni la précarité, ni les IA, ou les censures sans oublier les conformismes et au puritanisme. Rien de tout ceci ne peut ni demain, ni aujourd'hui, ni par le passé, rien non rien ne peut éteindre ce désir, cette pulsion, ce besoin. Et c'est cette même appétence qui me traversait depuis mon enfance, et encore, et toujours, aujourd'hui, je ne vous cache pas que, bien entendu, je me suis posé un nombre incalculable de fois d'où cela me venait.
puisque personne dans ma famille n'était artiste et que l'environnement dans lequel j'ai été élevé ne me prédestinait pas non plus à vouloir créer, la seule raison qui me paraissait vraisemblable fut mon besoin vital de m'échapper de ma réalité. Les poids familiaux, les défaillances en cascade de mes parents, le poids de ma communauté. Quand je dis communauté, comprenez la petite ville où j'ai été élevé, mon quartier, mes camarades de classe, les amis de mes parents. Tous me faisaient au mieux sentir que j'étais différent d'eux, au pire m'infliger humiliation, violence physique, pour que je rejoigne leur cohorte, celle d'un moule trop exigu à mon désir de vivre et d'exister. Alors il faut savoir parfois agir, assumer, endurer, pour survivre, même si cela engendre des peurs et douleurs si souvent insupportables. D'ailleurs, ma décision de dénoncer l'affaire de la sextape de Saint-Étienne en est la pure continuité. J'ai dû affronter bien pire que les tristes acteurs de ce compromat. Et ce fait que ces gens qui n'ont pas eu à affronter cela dans leur vie, ce fait sera la raison de leur chute. Comme j'allais être moi aussi, condamné, ils étaient certains que je me tairais. Or je sais ce que c'est de se mettre en danger pour pouvoir survivre. Toutes celles et tous ceux étant différents à la majorité écrasante le savent aussi. Le besoin de créer et de pouvoir continuer à le faire, malgré les vicissitudes de la vie, aura été mon fil d'Ariane. Même si cela m'a coûté si cher. Mais vous savez quoi ? Moi, je n'ai aucun regret de m'être tant de fois brûlé au soleil de cette création qui hante chaque molécule de mon corps. Mais alors, pourquoi avoir essayé autant de disciplines, entamé tant de routes, pour finalement m'arrêter à ce qui coule aujourd'hui sans barrage dans mes veines ? C'est ce que je vous propose de partager avec moi dans le 2e épisode de ce podcast. Ainsi, la semaine prochaine sera proustienne, puisqu'elle sera à la recherche du sens perdu. À l'épreuve de la création. Podcast en 4 épisodes. 2e épisode, à la recherche du sens perdu. Dans le précédent épisode, je vous ai dit combien le désir de créer est si fort qu'il se moque des conditions de nos vies, et pour ma part, il ne m'a jamais lâché, quitté, et même lorsque je ne pouvais ou ne savais poser des mots sur ce que je ressentais. Créer pour ne pas crever. Vous allez trouver cette expression grandiloquente, pourtant tous ceux dont le désir ne peut être rassasié que par l'acte de créer vous diront eux aussi que cette pulsion est si puissante que de ne pas la rendre réelle est une sorte d'explosion interne qui nous ravage. Et oui, c'est cela. Pour ne pas exploser intérieurement, nous extériorisons le blast, vous savez, cette onde de choc, et c'est ceci notre création, quel qu'en soit le support. Et tiens, si nous parlions justement du sujet du support créatif, on emploie aussi le mot médium. Il n'y a là aucune accaparation ou imitation du monde de la voyance. Sa traduction en langage commun est multiple, tant ce mot est utilisé dans des domaines d'expertise différents. Il est devenu,
avec le temps, un mot valise qui qualifie un objet ou une pratique qui sert de support, d'intermédiaire à quelque chose. Exemple, pour un violoncelliste ou un violoniste, ce sera par exemple son violon. Tiens, pour le peintre, son pinceau. Pour l'écrivain, son stylo ou son clavier. Et pour le comédien, son propre corps, etc. Or, dire ceci est partiellement faux. Pourquoi ? En fait, par exemple, dire qu'un violoniste a pour médium son violon, c'est minimiser, simplifier à l'extrême et même réduire ce qu'est un violoniste. Il est avant tout un musicien. C'est donc la musique son médium, mais pas seulement. C'est aussi son corps qui lui permet de jouer de son instrument et donc l'entraînement, la pratique sont aussi un médium pour lui. Mais ce serait oublier qu'un compositeur est aussi le médium du musicien et donc la partition le devient. Apprendre à lire des partitions que l'on nomme le solfège est lui aussi le médium de notre violoniste. Pris pour exemple. Mais il ne faut pas oublier le travail d'histoire sur le compositeur, afin de comprendre ce qu'il a voulu dire dans son œuvre, cheminement que l'on appelle l'intention, et qui se nommeront par exemple des didascalies quand on est aussi avec une jonction théâtrale comme les livrets pour les opéras. Ce terme s'utilisant beaucoup au théâtre et autres pratiques sur scène. Et on ne doit pas oublier le vécu, les émotions du musicien, qu'il exprimera dans son interprétation. Cet exemple, pour le violoniste, est valable pour tout domaine artistique. Est-ce le pinceau, la peinture et la toile qui font uniquement un tableau ? De même, est-ce uniquement un stylo et la feuille de papier qui créent un récit ? La création s'ancre en nous, et il faut une myriade de médiums pour l'exprimer et en faire une œuvre. Je pourrais citer l'exemple du chant. Après tout, il est la plus simple, la plus directe expression artistique. Pourtant, sans partition que nous suivrons, nous ne chanterons pas, nous crierons. Sans technique vocale, nous beuglerons, ferons fausses notes et déraillements de la voix. Sans intention dans la chanson, nous annoncerons un truc insipide. Vous voyez, même avec cet instrument aussi intime qu'est la voix, l'expression artistique ne peut s'appuyer uniquement sur nos cordes vocales. Je veux dire quelque chose qui me semble, mais alors totalement primordial, d'exprimer ici. Oui, l'art a besoin d'un apprentissage, mais se considérer comme nul ou indigne, ou même sans possibilité d'embrasser ce chemin parce qu'on n'a pas fait les beaux-arts ou les conservatoires et autres institutions est aussi bête que les tenants des savoirs institutionnels et qui se placent en sachant, toisant les autodidactes et autres arpenteurs de cours du soir ou associatifs et leur ferment les portes souvent en les humiliant. Car apprendre, c'est vivre, et vivre, eh bien c'est apprendre. Et j'ai vu beaucoup de ces gardiens du temple être si secs, si vides intérieurement, qui, elles, n'ont plus rien à offrir dans leur pratique. Ils deviennent des automates et on ne peut plus faire la différence entre eux et des créations de robots ou de IA. Oui, il faut apprendre, et bien plus qu'une technique. Par exemple, pour peindre, il faut comprendre, il faut apprendre et apprendre à chercher. La culture, que se fait un artiste, devient l'humus, la terre fertile où poussent ses œuvres.
car comprendre le monde, c'est aussi le traduire. Et même si vous le comprenez mal, ce n'est pas un problème. Si, croire que, par exemple, la Terre serait plate, même si c'est faux, ne vous empêchera pas d'exprimer quelque chose dans votre œuvre. C'est même le contraire. Et c'est même tout le contraire. Car l'artiste a sa vision du monde, des gens, de la réalité, et c'est ce qu'il projette dans ses créations. S'il comprend avant les autres, on dira qu'il ou elle est un visionnaire. Si elle traduit des fantasmes sur la réalité, on dira qu'il ou elle exprime son onirisme, ou qu'il ou elle a une vision décalée, etc. Vous voyez, l'utilisation de médiums servent à véhiculer ce que l'artiste ressent, voit, comprend. La technique, afin d'utiliser au mieux l'outil, est donc importante, mais pas fondamentale. Sinon, c'est de l'artisanat. Ce qu'il est, beaucoup plus, va être ce qui traverse l'artiste. C'est ça, l'art. Et c'est cela qui va rendre une œuvre ou une interprétation unique. Le plus frappant est dans l'écriture. Il est reconnu que depuis que l'humain raconte des histoires, que cela va soit à l'oral, ou par écrit, depuis tout a été dit. De l'amour à la guerre, de la haine à la transcendance, de l'épopée au voyage intérieur, depuis que l'homme est homme, tout a déjà été raconté. Alors pourquoi encore écrire ? Pourquoi les deux mêmes histoires vont différer dans deux livres ? L'angle et le style, cette valeur ajoutée qui va apporter une autrice par rapport à une autre, son vécu, son parcours, ses failles, ses forces, et bien plus. Tout cela va imprégner l'ouvrage et rendra ainsi deux mêmes histoires totalement distinctes. Sans compter le style qui va imprégner chaque page, chaque phrase, chaque mot. Et comme l'archer va tirer une note du violon avec une couleur totalement différente selon le musicien qui le manipulera, ce que vous venez chercher dans l'art, c'est l'humanité de l'artiste. Que ses œuvres vous portent ou vous agressent, c'est bien un dialogue qui se met ici en marche. Car même absent, l'artiste vous parle d'un monde, de son monde. Et la tête posée sur son épaule, vous vivez au travers de ses vibrations. C'est cela la magie de l'art. Même si vous êtes devant des œuvres que l'on pourrait qualifier comme dérangeantes, vous êtes là aussi en dialogue avec l'artiste, puisque l'œuvre converse avec vous. Et l'œuvre, c'est elle ou lui. D'ailleurs, cette saison de mon podcast en est le parfait exemple. Que nous plongions dans des livres académiques, de sociologie, de philosophie, de psychologie, d'exégèse, de tel ou tel auteur, tout a déjà été dit sur l'écriture et sur la pulsion et l'acte de création, certainement bien mieux que je ne le fais ici. Et mon contenu ne parlera pas à certaines et certains, d'autres vont alors vous dire alors que si, c'est éclairant pour eux. Cela leur parlera. C'est cela l'alchimie, si particulière de la création. Tisser des ponts, des passerelles et même un simple cordage, juste bon pour une tyrolienne. Mais si le lien se crée, alors bien que des siècles peuvent parfois séparer l'artiste de ceux découvrant son œuvre, elle touchera, bouleversera, transformera, mettra en rage, en paix avec soi ou d'autres communautés, ou très simplement distraira, et c'est déjà énorme lorsque par exemple ce sentiment naît
comme cela a pu l'être, dans les champs de coton, les réserves d'indigènes, des camps de concentration ou sous les bombes. Alors pourquoi l'attaque du ténor, quand il est rempli d'une puissante désespérance dans le Tuba Mirum du Requiem de Mozart, me retourne-t-il le bide? Pourquoi, lorsque du haut de mes 10 ans, un trou noir s'est ouvert dans mes entrailles dès son attaque, et pour ne plus jamais se refermer? J'aime les temps gris, les lumières donnant ces transparences opalines à un monde qui me désespère trop souvent. J'aime la fraîche pénombre, ou la vulgarité d'une lumière solaire trop crue, trop dure, trop intrusive, ne vient pas m'agresser. Mon entourage a toujours pensé que ma mélancolie venait de mon vécu, ce qui n'est pas faux. Mais c'est avec le Requiem de Mozart que cette réalité est devenue concrète pour moi. Avant Mylène Farmer, avant les Pet Shop Boys, avant Ryuichi Sakamoto, avant David Bowie, avant Zazie, avant Max Rabe, avant William Scheller et tous ceux que je ne peux citer ici tant la liste est longue, avant eux, il y a eu ce Tuba Mirum. Pourquoi ? Pourquoi un gosse de 10 ans comprit, grâce à lui, quelque chose dans son existence qui ne jamais se démentira? Je pense profondément que la phrase facile « c'est une œuvre universelle » est de la pure connerie. Je pense qu'une œuvre va nous toucher car elle va nous parler intimement, qu'elle va faire résonner quelque chose qui a à voir avec notre rapport à nous-mêmes. Si cela touche aussi des thèmes, des pans universels, historiques, progressistes ou que sais-je, c'est juste, je pense, un heureux hasard. Un truc en plus, quoi. Oui, l'œuvre nous parle d'abord, et c'est ensuite que l'effet de groupe peut se manifester, ou pas. L'enfant que j'étais perdu en banlieue de province, loin des grands drames qu'ont connus les gens racisés, les juifs, les protestants, les femmes, etc. J'étais un petit blanc propre sur lui. Pourtant, cette plainte montante de la voix du ténor me montrait que je n'étais pas comme la majorité et que le chemin singulier que j'allais emprunter était obligatoire, ou alors je ne devais plus être. À 12 ans, je ferai une tentative de suicide qui sera cachée à mes parents par des personnes dont je tairai ici le nom, mais à qui je dois la vie. Ils me sauveront et étrangement, le Tuba Mirum aussi. Comme une obsession, j'irai assister à plus d'une vingtaine de fois à des représentations du Requiem de Mozart, et cela partout en France, gardant en moi une attente si puissante, douloureuse et libératrice de l'attaque du ténor dans le Tuba Mirum. Grâce à cette œuvre, j'ai su qui j'étais. Ce que je ne saurais jamais est d'accepter cela. Enfant du chaos et de la morgue, j'ai su très tôt que je voulais créer. Mais l'art n'était pas célébré dans ma famille sans miséricorde. Encore un jour sans concorde, où l'humiliation était reine, où la vague immense de la peine se brise et me pousse vers la corde. Créer sans enfant, pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer, laisser ici
une trace dont je me fous, mais qui vous dit, j'ai vécu sur cette terre un temps. La coupe remplie de fruits s'est brisée pour m'apporter la force et la l'erreur mélopée, celle des dieux fracassant votre ennui. Je sais, je ne suis pas un bon fils, celui qui se voûte avant que vous ne criez. Pourtant grâce à l'art je peux vous oublier, car vos chemins mènent tous au précipice. Créer mais sans enfant, pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer, laisser ici une trace dont je me fous, mais qui vous dit, j'ai vécu sur cette terre un temps. Pas de double de moi, de toi, de nous, de lui. Créer et laisser ici une trace dont je me fous, mais qui vous dit, j'ai vécu sur cette terre un temps. Vouloir vos yeux pour pleurer et votre bouche pour embrasser. Vouloir vos doigts qui sans doute vont m'emporter loin du passé. Vouloir pour ne pas crever. Vouloir ne pas vous ressembler. Créer mais sans enfant. Créer ici. J'ai vécu sur cette terre un temps. J'ai vécu sur cette terre pourtant. J'ai vécu sur cette terre pourtant. Vous venez d'écouter À la recherche. L'art ne sert pas à dépeindre la réalité. C'est ce que pensent les gens qui ne veulent pas être confrontés à des œuvres, mais à du décoratif. Pourtant, même une simple photo de famille peut dire bien plus que son apparence première. L'art est la meilleure façon de découvrir, comprendre, accepter, refuter, dépasser, reculer, avancer. L'art est la pierre philosophale, la seule et l'unique. Telle cette pierre qui transmute dans la légende le plomb en or, confrontés à l'art, nous ne sommes jamais les mêmes à l'entrée, par l'exemple d'une exposition et à sa sortie. Et ce fait merveilleux, nous pouvons tous le vivre partout dans le monde. 180 ans séparent la mort de Mozart et ma naissance.
rien que ça. Je vous laisse imaginer les incroyables différences scientifiques, technologiques, sociétales entre son monde et le mien. Et ce n'est pas moins de 190 ans entre sa mort précoce et mon épiphanie. Lorsque j'écouta pour la première fois son requiem, rien ne nous liait de près ou de loin. Et pourtant, ce petit miracle arriva. Ce lien si intime avec son œuvre, que je viens de vous expliquer, personne jusqu'à aujourd'hui ne le connaissait. Ni mes intimes, ni mes amis, mes ennemis, mes soutiens, mes détracteurs, non, vraiment aucune et aucun d'entre eux ne possédait cette information. Alors pourquoi le dire et pourquoi ici, dans cet épisode d'un de mes podcasts? À vrai dire, objectivement, je n'ai pas de réponse affirmative, plutôt un ressenti et un besoin. J'imagine que de vous parler de tout ceci brasse en moi des émotions qui m'apparaissent impossibles à taire maintenant. Et puis je veux que ces podcasts soient des moments de réflexion pour nous. Vouloir parler de la création et vouloir apporter un témoignage afin de délivrer cet heureux message que qui que vous soyez, où, comment, pourquoi, quand, ne vous rabaissez pas, ne vous limitez pas, ne vous castrez pas, créez, laissez s'écouler les torrents. De même, oui, il est bon de se laisser toucher, pénétrer, remuer par une ou plusieurs œuvres artistiques. Quel que soit le support, non, il n'y a pas de sous-support. L'intégrer voudrait dire quoi? Que si quelque chose vous fait vibrer, alors que des sachants les définissent comme des arts mineurs, votre ressenti, votre émotion serait mineure? Foutaise! Oui, on peut considérer certaines pratiques comme plus incroyables par le travail ou la technicité demandée. Mais cet incroyable ne rabaisse pas le reste. La chapelle Sixtine ne donne pas le la de la peinture. Sinon, on retombe encore et toujours dans l'opposition de l'être et de l'avoir. En ce qui me concerne, j'ai chialé dans des montées sur des morceaux techno en boîte de nuit. Je me suis fait chier dans des expos. Je me suis éclaté dans des musées, emmerdé devant des films que tout le monde adorait. J'ai vibré dans des stades et arrêté de lire des livres vides de tout. Je me suis ému au théâtre, à l'opéra, au cinéma, devant une série, dans la rue, devant un acteur de rue, et même dans une exposition, en lisant un livre, et j'en passe. Ce n'est pas aux autres de vous dire quoi aimer. En revanche, oui, il est important d'aller voir, écouter, assister à des choses différentes de vos goûts habituels, car on découvre tous les jours de nouveaux plaisirs. Comprenez que lorsque vous vous laissez emmener, par exemple, à une exposition qui de prime abord ne vous fait pas envie, vous ne faites pas une fleur à la personne qui vous accompagne. Mais bien sûr que non. La fleur, vous vous la faites bien à vous. Car si vous vivez un moment de révélation devant une œuvre, c'est à vous, rien qu'à vous, que vous faites du bien. Si vous êtes choqué et que cela entraîne des réflexions en vous, c'est à vous que vous faites du bien, que vous avancez. Créer, découvrir, ressentir sont des actions qui nous font du bien, qui nous font progresser. Il faut découvrir pour exister, sinon nous plongeons dans un univers stérile qui nous fait passer d'être humains à des marionnettes dirigées par nos passions tristes. Ne pas avoir d'appétence
ou de besoin, ni même de désir de créer artistiquement ne fait pas de vous un être terne, voire vide. Pour être totalement franc, je pense qu'une partie de moi vous envie. Car voyez-vous, très souvent, ce genre de création vient d'une blessure, d'une douleur intime. Bon nombre d'artistes deviendraient fous et folles au point d'être internés si l'art ne leur servait pas à exprimer, voire à expulser de soi ce qui les ronge, les hante. Créer est très souvent un acte qui nous dépasse, mais nécessaire. Si je n'utilise ici comme exemple moi, si je peux faire un distinguo simple et clair dans l'acte d'écrire. Premièrement, et on va immédiatement régler un point, non, tout le monde ne sait pas écrire. Il y a un amalgame entre l'acte fait par automatisme et celui conscient. Sans être désagréable, tout le monde, oui, sait rédiger une liste de courses. Ça, c'est l'automatisme. Vous écrivez en pilotage automatique. Vous voulez des endives, vous inscrivez le mot endive. Comme vous avez appris à le faire à l'école. Or, une écrivaine et un écrivain vont utiliser ces mêmes mots pour refaçonner une réalité. Si bien que lorsque vous lisez un de leurs écrits, vous les verrez les endives. Et vous ne lirez plus une liste, mais bien un acte en train de se faire, car l'art des écrivains est le même que celui des bardes, des conteurs, des griots. En somme, pour vous, le mot endive dans une liste de courses, c'est fonctionnel, alors que pour une autrice ou un auteur, les mots sont devenus des véhicules, des symboles qui servent à emmener le lecteur sur un chemin que sera sa narration. Je fais ce point car combien ai-je entendu dans des salons et des fêtes du livre des badauds se planter devant un auteur assis derrière une rangée de ses œuvres et ces mêmes visiteurs lancer au premier degré « moi aussi, je sais écrire » et les auteurs ne pouvant répondre pour ne pas partir dans une esclandre vont se taire. Non. Savoir écrire une liste de courses ou même un cours ou même un article dans un journal, ce n'est pas faire de la littérature. L'autre point qui est souvent exprimé par les auteurs et autrices, c'est la difficulté, la douleur d'écrire. Et à mon niveau de minuscule, je peux confirmer cela. Je peux d'autant le faire que j'ai pu comparer cette douleur au bonheur d'écrire mes podcasts. En effet, cela ne mobilise absolument pas les mêmes affects, les mêmes constructions intellectuelles. Le podcast est un bonheur, car si je peux parler de moi, c'est avant tout autour d'un sujet que je vais aborder par des prismes souvent très extérieurs à moi. Si les thèmes m'intéressent, m'interpellent, ils sont la plupart du temps des questions, des domaines qui m'intriguent, m'interrogent ou touchent des gens autour de moi. Alors que lorsque j'ai terminé, par exemple, mon premier manuscrit que je désire faire éditer, là j'étais totalement essoré. J'y parle de sujets qui me traversent, telle la lame d'une épée. J'y mets mon âme, mes entrailles, afin d'expulser un poison qui me ronge, ou pour comprendre, moi et les autres, comprendre ce qui se joue et qui me dépasse. C'est aussi douloureux parce que je parle de sujets, d'événements qui m'ont blessé et d'autres qui le font encore. L'écriture, c'est rendre l'intime tangible par les mots que l'on couche sur la page, et cette discipline n'est jamais sans souffrance. Il en va ainsi de la création. Étrange paradoxe, on en souffre et pourtant nous crevons de ne pouvoir l'exprimer par le médium de notre choix. J'ai conscience que tout ceci fait partie des interrogations, si ce n'est suspicion, voire peur que cet univers engendre. Mais ce qu'il faut retenir est que si créer s'apparente très souvent à une douleur intime, empêcher une artiste ou un artiste de créer est bien pire pour elle ou lui. Mais alors, comment comprendre la multitude de voies que veut emprunter un artiste
qu'il peut emprunter et qui engendre des parcours très différents en chronologie, en épanouissement, en réussite matérielle et j'en oublie. C'est ce que nous allons aborder la semaine prochaine dans le 3e épisode de ce podcast sur la création artistique. Il s'intitulera « L'enfer, c'est moi ». À l'épreuve de la création, podcast en 4 épisodes, 3e épisode, l'enfer, c'est soi. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les titres de ces séries d'épisodes sur la création artistique sont soit des clins d'œil, soit de mauvais jeux de mots et des tournements dont j'ai le triste secret, mais je le confesse, les faire me met toujours en joie. Tel un enfant qui ferait le pitre, d'ailleurs le premier épisode s'intitulait « L'enfance de l'art ». Il est ici une référence à un court-métrage de feu Jean-Luc Godard et d'Anne Mieville. Ce fut une commande de l'UNICEF, comme à son habitude Godard, fille du Godard. Mais l'ensemble des symbolismes présents dans ce court-métrage de 1990 sont en adéquation quant au questionnement qui traversait cet épisode. Sans oublier cette boutade de sa part dans une émission que je pense pouvoir être prise au premier degré quand on a écouté les interviews qu'il a pu donner au cours de son existence. Il fit donc cette boutade sur France Culture en 1998 en lançant « Le cinéma, c'est l'enfance de l'art ». Phrase avec une myriade de tiroirs sur laquelle je vous laisse méditer. Puis, pour le 2e épisode, je vous ai gratifié d'un « À la recherche du sens perdu ». Je vais décevoir les aficionados d'Indiana Jones, il n'y a nullement d'arche d'alliance ou de temple ici à retrouver, mais bien le temps proustien. On me connaît pour de longues et parfois interminables phrases, mais je n'aurai pas la prétention de me comparer au maître. Non, j'ai convoqué Proust pour cheminer avec vous sous sa tutelle, au travers de souvenirs personnels de mon vécu et aussi d'un même vécu commun à ceux éprouvant la nécessité de créer. Certes, les noms, les lieux, les genres et les aventures, mes aventures, divergeront, mais les traces resteront les mêmes. Nous commençons donc le 3e volet s'intitulant « L'enfer, c'est soi ». Ici, pas de doute possible, j'invoque Sartre. Jean-Paul Sartre qui, avec Heidegger, Merleau-Ponty et aussi de Beauvoir, sont les personnalités les plus connues portant cette philosophie. Je ferai ici l'impasse sur l'existentialisme chrétien pour aborder celui athée. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de philo, je n'en ai ni la légitimité ni les compétences. Alors pourquoi passer de l'enfer c'est les autres à l'enfer c'est soi? Et pourquoi introduire ce courant philosophique dans ce podcast sur la création artistique? C'est ce que nous allons aborder dans cet épisode. Je vais essayer par mon parcours de vous expliquer pourquoi il y a autant de chemins que d'artistes et qu'ils s'avèrent souvent sinueux, improbables et même violents. Pour planter le juste décor, nous allons invoquer les mânes de Sartre, de Spinoza et Platon et faire un gloubi-boulga propre à expliquer une existence, en l'occurrence ici la mienne, mais je le dis de nouveau, ceci est valable pour temps et temps. Alors remontons entre les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ en Grèce, précisément à Athènes. Si vous pouviez déambuler dans les rues de la cité-État, vous pourriez avoir la chance de croiser l'immense Platon, dont l'empreinte marque encore de nos jours la philosophie. Vous pourriez l'entendre
vous comptez sa caverne, où sont enchaînés de pauvres bougres qui s'avèrent être moi, vous, eux, lui. Je ne vais pas expliquer ici ce qu'est l'allégorie de la caverne de Platon. En revanche, ce qu'il faut retenir comme élément d'information est que les humains sont prisonniers dans ce lieu et ces humains sont maintenus assis face au fond de la caverne. Ils sont dos à l'ouverture de cet espace, dos à la lumière. Ainsi, ces hommes ne voient qu'un jeu d'ombre formant leur quotidien, leur réalité. Jamais ils n'ont vu autre chose que ce jeu de lumière portée, créant un théâtre d'ombre comme l'affectionnent les Javanais et les Balinais, que l'on nomme le Wayang Kulit. Pour ces gens, la réalité sont ces ombres et non nos corps incarnés. Le sens des gestes, des interactions est comme le reste, une interprétation personnelle et collective de ce qu'ils arrivent à percevoir. Et pour Platon, nous sommes à des degrés divers et sur de multiples sujets comme eux. Pauvres êtres, ne connaissant notre monde trop souvent que par l'unique biais de nos sens, et donc trop souvent loin de la réalité, dirigés par nos émotions, loin de toute réflexion. Ici, Platon ne juge pas, ne dénigre pas. Il nous place dans la position du prisonnier, celui qui doit subir et qui ne peut faire autrement. Si l'allégorie continue son chevènement, pour ma part, je ne dévoilerai pas la suite, pour nous concentrer sur ce spectacle d'ombre imposé à chacun d'entre nous. Oui, notre petite enfance, c'est du Wayang Kulit. Nous voyons, observons au travers des prismes de nos parents, familles, mais aussi par la classe sociale dans laquelle nous sommes élevés. Personne ne peut prétendre que la vie et son apprentissage est la même lorsque vous êtes riche ou pauvre. Mais le théâtre d'ombre utilise d'autres projections sur le mur de la caverne. Le genre, l'ethnie, la géographie, la santé, la religion, l'époque, le climat, la paix, la guerre et une multitude d'autres paramètres vont nous faire croire que la réalité est telle que nous la percevons. Or, lorsque vous êtes élevé dans le ventre mou de la province, dans une période sans réelle aspérité, et que votre famille n'est pas dans le milieu artistique, sans oublier une époque sans Internet, eh bien se projeter et surtout oser exprimer son désir d'être artiste est de l'ordre du presque impossible. Et ce qui est bien plus limitant qu'une pression familiale qui irait à l'encontre de ce désir, est bien votre méconnaissance du monde, de la réalité et de ce que vous êtes au fond de vous. Comment pourriez-vous le savoir, puisque vous êtes biberonné par le théâtre d'ombre? C'est ici que Spinoza entre en scène. Baruch Spinoza, excusez-moi pour ma très mauvaise prononciation du portugais. Oui, je sais, ce prénom a des sonorités qui est peu française. Ce philosophe majeur est un juif marane d'origine portugaise, mais né à Amsterdam. Oui, déjà, cela place l'homme dans une sorte de brassage qui sent s'avancer à structurer sa pensée. Le fait aussi que sa famille dut fuir le Portugal à cause de l'Inquisition catholique et que lui subira l'Echaim, équivalent de l'excommunication, mais chez les Juifs, le marquera et l'emmènera vers une philosophie critique du fait religieux. Il est avec Descartes et d'autres philosophes les représentants du rationalisme. Toute sa vie, il connut la censure, et peu de ses écrits furent édités de son vivant. Il mourut à 45 ans de la tuberculose. Or,
En ce XVIIe siècle, où les Lumières voulaient briller plus fort que l'obscurantisme religieux, les amis de Spinoza ne voulurent pas que sa pensée disparaisse avec sa mort, donc ils firent publier ses œuvres moins verrouillées, puisqu'il avait disparu, et depuis lors sa pensée a traversé le temps et toujours aujourd'hui éclaire la philosophie moderne. L'une des idées fortes de Spinoza, pour son temps, est de dire que non, l'humain n'est pas responsable de tout et que surtout, ce qui le fait agir, parfois même contre ses propres intérêts, n'est pas une force divine, la destinée, mais bien l'ensemble d'éléments qui constituent ce qu'est son existence. Et on retrouve là, d'une certaine manière, les prisonniers de la caverne de Platon. Mais Spinoza nous dit que si nous sommes construits, et parfois trompés, par tous nos sens, et donc nos sensations, c'est que nous en tirons des conclusions tronquées. Mais, et cela a toute son importance, l'humain est un animal social. Nous expérimentons en interaction avec les autres. Mais ce monde, cette société, ses codes, ses obligations, ses devoirs, ses interdits et tout le reste agissent sur nous, nous contraignant, nous formatant et souvent nous obligent à agir de certaines manières et même si cela peut nous sembler débile et même dangereux. Pour résumer, Spinoza nous dit que nos actes ne sont souvent pas de notre volonté propre, mais d'incroyables croisements de notre existence. Devinant dès le XVIIe siècle ce que 200 ans plus tard Auguste Comte appellera le déterminisme social et ce que 250 plus tard Sigmund Freud appellera l'inconscient et que de nos jours on nomme l'intersectionnalité. Oui, vos actes ne sont pas issus de votre unique volonté, mais bien de tout ce que vous avez vécu, et cela de près comme de loin. Et si vous trouvez que c'est exagéré de dire que des événements ayant eu lieu, par exemple, du temps de vos arrière-grands-parents, ne peuvent agir sur vous, alors quelle vie auriez-vous s'ils avaient, par exemple, émigré ? Ou si le pays où ils se seraient installés, par exemple, était en guerre. Et finalement, même sans guerre, ce pays où ils s'installent n'a-t-il pas d'incidence ? Et si votre arrière-grand-père était, par exemple, mort pendant la Première Guerre mondiale, laissant seul et sans ressources son épouse, et donc le père de votre père, cela n'aurait pas eu d'impact ? Si un grand-oncle était devenu, je ne sais pas, tétraplégique dans un accident de voiture dans les années 50, vous croyez que le rapport à la voiture ou à la vitesse serait le même dans votre famille par rapport à d'autres ? Vous comprenez, je pense, ce que veut dire Spinoza. Et pour comprendre la portée de sa philosophie, il faut imaginer que nos existences, à chacune et chacun, sont des maillages, des dentelles, de milliards de probabilités et de possibilités. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi où je ne peux, ne veux, ne sais. Pourquoi hier, aujourd'hui ou demain, je
toi. L'enfer c'est moi. Oui, moi, sans toi. Oui, moi, passer votre chemin. L'enfer, c'est pour demain. L'enfer, c'est pour demain. L'enfer. Moi. Vous venez d'écouter L'Enfer. Alors, devant cet enchevêtrement de lignes de vie, vous imaginez les états d'incompréhension dans lesquels je me trouvais. Mais cette incompréhension, j'en suis certain, touchait aussi ma famille, mes proches, sur le choix des routes à prendre et à éviter. Et croyez-moi, je me suis beaucoup perdu. Dès mon enfance, et en rajoutant l'absence de connaissance des domaines de l'art dans ma famille et autour de moi. Une partie de moi s'est refermée, je dirais même enfermée. En somme, ce spleen omniprésent devenait une sorte de personnalité, de marqueur social. Oh, ça c'est Gilles, était dit et redit au point d'être usé avant même mon adolescence. On me dépeignait, définissait de tas de choses qui en fait n'étaient pas moi. Et pour ma part, je ne savais pas comment transformer cette douleur qui me dévorait. En toute sincérité, je pensais que c'était cela, grandir, mûrir, avoir mal. Les années passaient, et progressivement, je me résignais à une petite, à une pauvre vie. Comprenez, à une vie sans réelle joie, sans bonheur, et surtout avec ce poids qui écrasait mon thorax, qui me faisait étouffer à petit feu. Platon, plus Spinoza, en somme, je ne voyais que les ombres portées sur le fond de la caverne et les éléments interagissant avec mon existence ne m'offraient ni porte de sortie ni dynamite pour faire exploser le cloaque. Vint alors Sartre. Le XXe siècle, c'est hier. Pourtant déjà la patine du temps donne aux images venant de l'ancien millénaire cette impression d'une autre époque, d'une autre société. Alors voir cet homme au regard déchiré par un strabisme plus que divergent, fumer clope sur clope derrière des lunettes aux montures impersonnelles et au physique rendant certains polémistes contemporains des parangons de la beauté, oui, Sartre, c'est avant. Et pourtant, Sartre, c'est aujourd'hui. Et à n'en pas douter demain, car Sartre, avec d'autres, c'est l'existentialisme. Et c'est ici que s'entrechoquent les notions de déterminisme, comme chez Platon et Spinoza, et cette insondable liberté que clament les existentialistes. Car pour eux, l'humain a un total libre arbitre sur son existence et qu'il en est donc responsable
il est responsable de son destin. Si cette vision que les travaux sociologiques modernes battent en brèche, elle a pourtant une importance, surtout aujourd'hui, avec le retour d'une religiosité intrusive. 40 ans des philosophes vous dire « Humain, mon frère, ma sœur, tu es maître de ton destin » est à la fois un fardeau, compliqué à porter, et à la fois libérateur. Car si on ne choisit pas sa famille de sang, on peut par exemple choisir celle de cœur. Et c'est ce fait qui me permit de renaître, de comprendre ma vie, mes errements, et qu'embrasser ce que je suis, tout ce que je suis, reste le seul remède à mon mal-être, à mon mal-existence, pour ne pas dire mon mal-existentialisme. Car si la liberté absolue est un privilège encombrant et exigeant, elle est aussi la possibilité de comprendre que nous pouvons tout faire pour transcender une existence qui nous rend malheureux. Dès que j'ai pu vivre loin de mon monde d'enfance et d'adolescence, ce monde qui voulait me digérer, dès que j'ai pu aller voir ailleurs si j'existais, j'ai entamé en premier lieu non pas un chemin de Damas, mais bien celui de Dante, que Dante entreprit aux côtés de Virgile. Les cercles des enfers me permit de comprendre. Or, l'absence de cette compréhension dès mon enfance de ce que l'art peut offrir et changer en soi, cette non-compréhension me fit faire des allers-retours dans des disciplines diverses et variées. Je m'essayais au cours Florent, au conservatoire de chant, à la photographie, avec un photographe de mode, aujourd'hui décédé, et du travail d'écriture pour les autres, toujours les autres. C'est le photographe et un de mes professeurs de théâtre, tous les deux aujourd'hui décédés, qui m'ont pourtant offert la clé, ma clé. Et cela dès le début des années 90. Nous sommes aujourd'hui 35 ans plus tard, il m'aura fallu plus de 30 ans pour comprendre ce qu'il me disait, de l'accepter, de l'assumer et d'avoir surtout le putain de courage de le vivre. Massimo et Olivier s'effondrèrent lorsque j'ai tourné le dos à mes apprentissages artistiques. Pourquoi les ai-je abandonnés ? Mais par amour, bien sûr. Ou plutôt devrais-je dire par passion. Car malgré mon intelligence que tout le monde de tout temps me reconnaissait, j'étais d'une totale immaturité sentimentale. Mais ceci est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir ici est que Massimo s'amusait à me dire, avec son accent italien coupé au couteau, que j'étais techniquement pour le développement. Je rappelle que nous étions toujours à l'époque de l'argentique, mais que j'avais l'œil. Je savais raconter des choses avec mes clichés. Et quand je parle de l'argentique, je me souviens avec émotion d'après-midi et de soirées passées chez lui à développer les photos prises, parce qu'il avait installé dans sa salle de bain, puis après quand il a eu un grand atelier, tout pour les bains différents pour révéler. Il était extraordinaire, jouer sur les matières avec ça. Moi, j'étais catastrophique. Mes tremblements qui étaient déjà présents n'arrangeaient rien. Mais il me répétait toujours « T'es vraiment mauvais pour ça, techniquement, l'argentique, mais tu as l'œil. Tu sais raconter des histoires dans ce que tu vois, dans ce que tu photographies. » Et Olivier, professeur martyr par son état physique pour ses dernières années de cours d'art dramatique, se mit à pleurer, lui, lorsque je lui annonçai ma volonté de tout arrêter pour celui qui dévorait ô combien ma vie. Il me supplia de ne pas arrêter, me disant que c'était moi qui avais du talent, pas lui, que j'avais tant à dire. Rien n'y fit. Et ce n'est que 10 ans plus tard que leurs phrases vinrent se télescoper dans mon cerveau. 2015, année funeste
où j'ai participé à une mise en scène en cet acte aux conséquences aujourd'hui connues. Étais-je enfant de Platon, de Spinoza ou de Sartre? Je pense aujourd'hui les trois à la fois. Mais ce qu'il faut retenir, et qui a trait au sujet du podcast, est ceci. Oui, là commence, avec qui, quand, où nous naissons. Tout cela a une incidence directe sur notre possibilité de pouvoir très tôt pratiquer l'art, ou du moins savoir ce qui existe, et que surtout, nous tous y avons le droit. Oui, les choses de la vie peuvent nous occulter les possibilités de nous épanouir dans des pratiques artistiques, que cela soit en amateur, semi-professionnel et même professionnellement. Être artiste n'est ni une honte, ni un gros mot, et dit beaucoup de ceux qui les dévalorisent. Oui, trouver sa voie, son médium, peut prendre du temps, beaucoup de temps. Ce cheminement vous appartient, et personne n'a le droit de vous dire « c'est trop tard, tu es trop vieille ou vieux ». Fuck off. Ces gens sont souvent des frustrés, pire des trouillards, des pleutres, qui n'ont jamais osé vivre leur vie. Je le sais, finalement j'étais comme eux, puisqu'il m'aura fallu avoir 50 ans, et surtout ma dépression nerveuse, pour oser me lancer. Car oui, ma dépression est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Grâce à elle, plus de cordes, de laisse, de collier. Grâce à elle, j'ai osé écrire pour moi, dénoncer l'affaire, qui m'a jeté en prison, coupé avec tant de gens, toxiques, et d'autres qui ne l'étaient pas. En somme, ma dépression fut un maître. Je répète souvent, ad nauseam, cette phrase de Molière. L'amour est un grand maître, ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Aujourd'hui, je peux la revisiter pour dire la dépression est une grande maîtresse, ce qu'on ne fut jamais, elle nous enseigne à l'être. Mais alors, se lancer, c'est comment? C'est ce que j'aborderai avec vous dans le 4e et dernier épisode de ce podcast, dont le sujet est la création artistique. Il s'intitulera « Cheminer ». À l'épreuve de la création. Podcast 4 épisodes, 4e épisode, Cheminer. Nous voici, mes chers amis, devant une montagne d'interrogations lorsque l'on perçoit en soi la flamme du brasier que peut devenir le désir de création. Et j'ai pour ma part connu des chemins de traverse nombreux, mais jamais inutiles. Car si vous n'avez pas la chance de connaître dès vos jeunes années la grammaire des disciplines existantes, vous allez devoir tâtonner, chercher, découvrir, vous tromper. Mais ce n'est pas grave, c'est même tout le contraire. Par exemple, un monument tel que Cocteau, ce sera essayer un nombre hallucinant de disciplines, de la peinture à l'écriture, de la sculpture, à la mise en scène, du dessin, à la céramique, du ballet, au cinéma, de la poésie à l'amour, car c'est le fil conducteur de Jean Cocteau, l'amour et le non-amour qui seront son fil d'Ariane. Les commentateurs paresseux le qualifieront de touche-à-tout. Mais dire cela ne le définit absolument pas. Toutes ces disciplines qu'il aura pratiquées avec génie ne sont que des conséquences et non des causes. On peut donc affirmer qu'elles ne le définissent pas. Cocteau est presque un cas d'école, et il permet d'exposer avec clarté ce fait qui est le sujet que j'aborde depuis déjà 3 épisodes, et aujourd'hui un 4e. Et je vais
me permettent de simplifier à l'extrême les choses, mais l'occasion qu'offre le Cocteau est trop belle. Il a abordé tous ces domaines afin d'explorer et exprimer d'autres histoires intimes grâce aux médiums qu'il connaissait et ou découvrait. Il savait que l'univers créatif n'a aucune limite et il s'offrit la folie artistique pour s'exprimer comme il le désirait. Son éducation, sa classe sociale et son milieu familial lui offrirent, sans restriction, la possibilité d'explorer ce monde tel qu'il le voulait et non comme on lui aurait imposé. En somme, il sut très tôt qu'il existait 1001 instruments pour exprimer sa propre musique intérieure. Il faut savoir que si la bourgeoisie a très souvent le rôle de tête de pont d'exploration diverses et variées, ce n'est nullement par qualité d'âme ou de supériorité intellectuelle. La raison n'est plus pragmatique et un monde qui serait juste pour tous devrait permettre aux classes sociales prolétaires d'avoir les mêmes conditions. Car si ceci est possible chez les bourgeois, c'est tout simplement que l'aisance matérielle vous laisse du temps pour expérimenter d'autres choses, envisager d'autres choses, car lorsque vous rentrez chez vous, crevé de votre journée de travail, avec en plus la gestion de votre vie privée, le ménage, les enfants, les travaux dans les domiciles, etc., non, vous n'avez que très peu d'espace mental, qu'il soit intellectuel et émotionnel, sans compter l'épuisement. Alors, vous ne voulez qu'oublier votre quotidien et non le remettre en cause. Même si la bourgeoisie a elle aussi des codes, ils sont moins contraignants que ceux de la noblesse et de la grande bourgeoisie et autres castes. Cela lui permet aussi ces remises en question que, par exemple, la noblesse réprouvera. Il n'est donc pas rare que les milieux bourgeois, petits comme moyens, ne soient jamais loin d'une apparente émancipation. Les classes populaires voulant ressembler à ceux au-dessus d'eux, mais atteignables, voudront les imiter. Et c'est ainsi que des concepts très bourgeois se voient adoptés et revendiqués par le prolétariat. L'exemple le plus parfait est l'amour dans le couple et donc le mariage. Eh oui, l'amour dans le mariage, c'est un concept bourgeois et qui n'allait pas de soi. Mais ceci est un autre sujet. Donc le milieu dans lequel grandit Jean Cocteau fut le parfait creuset de sa boulimie de création. Logiquement, la question que l'on peut se poser serait « faut-il être né dans une famille aisée pour devenir artiste ?» Alors brisons ici la mythologie de l'artiste pauvre au point de placer son indigence comme élément consubstantiel de son génie. Quand je dis cela, je suis traversé par l'hilarité et la colère, car cette merde empoisonne notre société et le devenir de tant d'artistes, car un ou une artiste ne naît ni dans les choux ou dans les roses. Ils ou elles seront élevés dans une famille, quelle qu'elle soit, et la peur pour les parents quand leurs enfants annoncent vouloir suivre une carrière artistique est énorme, et on les comprend. À force de donner comme exemple l'existence des gens survivant dans la pauvreté, les tourments proches de la folie, l'indigence, l'alcoolisme, les drogues, la violence, l'exploitation de leur travail par d'autres, et j'en oublie, mais quels parents dignes de ce nom voudraient cela pour leur progéniture ? Qui ? Il faudra alors des heureux hasards pour qu'un enfant puisse, dès le début de ses études, s'orienter vers une carrière artistique. Je dis carrière, car le désir d'art est en lui très largement accepté, et même encouragé lorsqu'il se limite à un loisir. On le trouvera épanouissant, intellectuellement, utile et même productif afin de garder des gens dociles
en leur permettant quelques échappatoires balisés par l'univers de la culture. Car attention, créer artistiquement n'a rien à voir avec la culture. C'est même, à mon avis, une sorte d'antichambre de la mort du geste créatif. La culture, on l'entend dans les expositions, concerts et autres événements, qu'ils soient locaux, par exemple concert de la fin d'année de l'école de musique du quartier, associatifs, par exemple l'exposition d'artistes locaux pour collecter des fonds pour X associations du territoire, institutionnel, sorte de mise en scène allant, je sais pas moi, d'une manifestation dans le hall de mairie à une biennale internationale. Cette culture est une sorte de mise en scène de l'embaumement de création. Après tout, vous venez par exemple de voir une peinture terminée et non une ébauche. Alors le destin touchera certaines et certains, un parent, prof, voyant son enfant, futur prof d'art, dans un lycée, une mère n'ayant pu continuer une carrière artistique qui se projettera dans sa progéniture, des parents appliquant une pédagogie libre pour leur enfant, et bien entendu ceux ayant dans leur famille un ou des artistes. D'autres, cas restreints, peuvent accompagner le devenir d'artistes en herbe. Eu venho e vou pelo seu caminho. Eu venho e vou pelo meu pequeno caminho. Eu venho e vou amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu venho e vou pelo seu caminho. Eu venho e vou pelo meu pequeno caminho. Eu venho e vou amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu vagueio e venho pelo seu caminho. Eu vou e te seguro no meu pequeno caminho. Eu venho e vou amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu venho e vou pelo seu caminho. Eu venho e vou pelo meu pequeno caminho. Eu venho e vou amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu vou até aqui e volto pelo seu caminho. Eu fui até aqui e volto pelo meu pequeno caminho. Eu vou até aqui e volto amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu vou até aqui e volto pelo seu caminho. Eu vou até aqui e volto pelo meu pequeno caminho. Eu vou até aqui e volto amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu vou até aqui e volto pelo seu caminho. Eu vou até aqui e volto pelo meu pequeno caminho. Eu vou até aqui e volto amparado pela sua mão. Pela sua mão, sim, pela sua mão. Eu vou até aqui e volto pelo seu caminho. Eu vou até aqui e volto pelo meu pequeno caminho. Eu vou até aqui e volto amparado pela sua mão. Pela sua mão, nossas mãos.
vous venez d'écouter Andar. Et puis, il y a les autres. Ceux qui devront se battre pour exister dans la création artistique et aussi pouvant en vivre. Malheureusement, le noir portrait que les gens se font de la vie artistique fait que, paradoxalement, leur peur pour leur progéniture de les voir choisir cette voie les pousse à être ceux transformant ce désir en cauchemar. Combien se sont retrouvés en rupture familiale parce que, justement, voulant être artistes, ils et elles vont se retrouver seuls, à la rue, dans la pauvreté, et cela pourquoi ? Être une ou un artiste. Parce que la peur que formulent certains parents leur semble être l'expression d'un noble amour, ce refus de leur obéir est perçu comme une insulte suprême, et ils vont agir de telle manière que c'est eux qui deviennent leurs propres générateurs de scénarios catastrophes qu'ils redoutaient pour leurs enfants. Un comble. Remarquons que, par exemple, un enfant voulant devenir un sportif professionnel va drastiquement moins rencontrer un tel rejet, alors que la possibilité de vivre correctement de sa pratique sportive est encore plus faible que pour un artiste. Nous sommes donc bien en face d'un comportement irrationnel et surtout moral. De tout temps, l'artiste a connu des oppositions diverses et variées, et surtout un opprobre religieux. Je rappelle par exemple que l'Église catholique excommuniait les comédiens, et ils n'avaient pas le droit à une tombe, mais aux fosses communes. La création artistique est enfant de la liberté, et ce fait n'est jamais au diapason des fascismes et autres pouvoirs absolutistes. Alors que faire quand cela vous dévore les tripes, au point de ne plus pouvoir respirer, exister? Je ne peux répondre pour les autres. Je vais donc me permettre de vous parler de mon parcours et de ses atermoiements. Depuis que je suis enfant, je peux même affirmer depuis mes premiers souvenirs d'enfant, je me suis senti différent. Je voyais que ma vie de famille ne correspondait pas à celle que me décrivaient mes petits camarades d'école pour la leur. Adulte, comme enfant, exprimait un modèle que je ne retrouvais pas, ni chez mes grands-parents maternels comme paternels, oncles, tantes, père, mère. Rien, non, rien ne collait. Comme souvent, l'enfant pense que le ou les problèmes viennent de lui. Alors j'essayais d'être celui qu'il voulait. Mais voilà, leurs désirs, leurs attentes, leurs demandes étaient totalement opposées, voire contradictoires. Comment savoir? Comment ne pas se tromper? Comment ne pas les perdre? Car là est le nœud coulant qui se resserre autour du cou de chaque enfant en panique existentielle. Ce qui le traverse et le terrifie est l'abandon et son cortège de terreur, l'accompagnant. Le bébé qui vous sourit va faire des expressions adorables, ne le fait que pour capter votre attention, pour être certain qu'il va être nourri. Petit animal fragile et dépendant de l'adulte qu'il considère comme étant son pourvoyeur en nourriture. Je sais, cela fait relativiser les mignonneries des bébés, mais cela démontre l'importance primordiale de la communication verbale et corporelle avec lui. Alors, quand rien ne va chez vous, et que vous êtes en perpétuelle peur des réactions de vos parents et adultes, le seul moyen de survivre est de décrypter ces adultes et ce monde. Vous vieillissez trop vite, trop tôt. J'ai aussi comme souvenir dès mon plus jeune âge le fait de voir. Je déteste le mot don car il fait vriller beaucoup de gens qui rapidement se sentent, se vivent comme presque divins. Voir le passé, le présent, le futur n'a jamais été pour moi quelque chose d'extraordinaire, ni même de bizarre, juste un autre sens, rien de plus, mais rien de moins.
Alors pendant ma première décennie, je me mis ce fait sous cap. C'était mon monde et ne le partageais avec personne. Le seul qui le sut, dès mes presque 6 ans, fut mon grand-père paternel. Un jour, je vins le rejoindre alors qu'il lisait le journal dans le salon, et du haut de ma candeur enfantine, je lui dis que je ne voulais pas le perdre. Il me demanda pourquoi je lui disais cela. Je lui expliquai que je l'avais vu mourir dans, je pense, 10 ans, d'une maladie que je lui décris. N'importe qui d'autre m'aurait rionné ou engueulé copieusement. Pas lui. Nous parlâmes longuement, souvent, dès que j'en avais besoin. Il devint mon roc, mon modèle, ma bouée. Il était pourtant un homme à la vie facétieuse, faite de plaisirs, d'amis, d'une passion pour une femme unique et exigeante, de copains du jeu, des restaurants, du jeu, des voyages, du jeu et de tellement plus. Mais en dehors de lui, personne ne le sut. Mais dès le collège, je fis des consultations aux élèves et aux professeurs. Je n'étais plus un élève. J'avais réussi à domestiquer un univers qui nous échappe lorsque l'on est adolescent. La voyance comme instrument d'émancipation pour moi et pour ceux que j'avais en consultation. Je partis de chez moi avec la voyance comme baluchon. Voir pour les autres était une sorte de credo. Pourtant, je me mentais. Je voulais voir pour baliser un monde. Oui, le monde. Enfant apeuré, voir dans la vie des gens me faisait sentir en sécurité. Plus de surprises, plus de risques, plus d'abandon ni de violence. Le monde, notre planète, telle une boule de cristal entre mes mains. Pourtant, mon mal-être était toujours là, petit génie de la voyance, singe savant de la médiumnité. J'allais de salon parisien au loft new-yorkais. Toujours on m'exposait, on s'arrachait ma lumière pour se vanter de m'avoir découvert ou simplement d'être une ou un de mes intimes. Or, que faisais-je ? Je cherchais en vous ce que vous êtes pour ensuite vous le retranscrire avec justesse et honnêteté. Voir en l'autre le découvrir pour lui-même, pour le ou la magnifier. Pygmalion croisé avec Sisyphe, encore et toujours les mêmes résultats, mais rien, je ne ressentais plus rien. En fait, où étais-je ? Je n'exprimais que l'ombre projetée des autres. Sentant ce besoin en moi, je m'essayais à plusieurs disciplines. Le même blocage me traversa. Quand il fallait faire le vrai geste qui m'aurait poussé vers un début, on va dire de carrière, je faisais un pas de côté, un pas de lâcheté. Alors bien sûr, j'avais toujours de bonnes raisons à donner sur le pourquoi de mon arrêt. Mais en fait, je me débinais. La peur m'envahissait. Mais il faut comprendre ici un point important qui traverse de nombreux, si ce n'est la majorité de ceux voulant créer artistiquement. Cette peur est moins de se rater et d'avoir des problèmes d'argent, de carrière, d'entourage, que de se confronter à l'échec de ce qui bout en nous. Qu'y a-t-il de plus douloureux d'être porté par un art et que les gens, les événements, les hasards, les volontés vous disent ou vous font croire que vous êtes mauvais dedans. Cette douleur est incommensurable et est très souvent constitutive de carrières que l'on va dire particulières chez les artistes. Oui, ne pas faire ou plutôt faire pour les autres plutôt que pour soi, pour moi, m'éviter de me frotter à l'échec et l'humiliation dans le domaine que j'ai choisi pour m'exprimer. Vint alors les événements qui m'ont emmené en prison et a été corrélé à ces moments une profonde dépression nerveuse accompagnée d'autres graves problèmes de santé. Et c'est sûrement incroyable, mais j'ai de la reconnaissance envers ma dépression. J'ai fait grâce à elle tabula rasa. J'ai fait table rase de ma vie.
Et de ce grand espace vide, vide des obligations, contraintes, peur, dans ce vide, je me reconstruis lentement. Mais j'ai avant tout placé de manière centrale mon désir, mon besoin de m'exprimer, de créer. Je n'ai plus rien. Alors, ces nouvelles fondations ne gênent plus rien, plus personne. Il m'aura fallu un demi-siècle pour oser prétendre à une vie où l'art en est l'axe central. 50 ans à ne pas être moi, ni même pleinement heureux, mais 50 ans qui sont maintenant une précieuse matière première avec laquelle je crée. Car non, ce n'est pas 50 ans de perdu, mais bien un demi-siècle de gagné. Ne vous limitez pas à la vie que d'autres ont plaquée sur vous. Il n'y a pas besoin de tout perdre, comme cela m'est arrivé, pour trouver la force de se projeter dans ce qui est nous, dans ce qui est vous. Écoutez-vous, écoutez le vent dans les arbres, écoutez le chant de l'autre, la danse de l'une, l'exposition des autres, l'absence de l'un. Tout ici-bas peut vous aider à trouver la pièce, la chambre, le bureau dont parlait Virginia Woolf. Je sais que je termine cette 4e saison de mon podcast sur une note délicate, fragile. Certes, le désir de création peut être d'une violence incroyable et d'une puissance incontrôlable. Pourtant, faire ou ne pas faire se mesure à l'aune, à l'échelle de la fragilité d'un cristal de bohème. Mon parcours n'a de valeur que pour moi. Mais j'espère sincèrement qu'au travers de ce petit récit, certaines et certains apprendront, comprendront qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils traversent et que face à l'angoisse d'oser vivre ce qui sonne en eux, ils et elles peuvent trouver des alliés qui leur diront « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». En 2010, le It's Get Better Project a vu le jour. Des stars politiques américaines, la phrase « It gets better » fut prononcée en vidéo, en article, en affiche, en représentation et j'en passe. On disait « ça ira mieux » aux jeunes homosexuels car une vague de suicides chez ces jeunes avait endeuillé les USA. S'effondrant, écrasés par l'homophobie de la société, ces ados et jeunes adultes n'arrivaient pas à se projeter dans l'avenir. Ce qui traverse les artistes dans notre société est assez similaire. Il faut les entourer, les soutenir, afin qu'ils poussent la porte de cours associatifs, privés, publics, qu'elles publient une annonce afin de former une bande, partager un atelier, trouver des modèles. Elles et ils feront en secret, au vu et au su de tout le monde, dans le calme et dans une fièvre irrépressible. Poussez, tirez, ouvrez des portes, car sans prise de risque, il n'y a pas de création. Mais surtout, cherchez et trouvez des gens qui vous comprennent et sauront vous apporter la force qui vous manquera lorsque le doute vous envahira avant de dévoiler vos œuvres. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez plus jamais seul. Et cela, je vous le dis. Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais, vous venez d'écouter Cheminer, 4e épisode, à l'épreuve de la création, podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts. N'oubliez pas
de les liker, noter, partager, d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent de Oliveira pour ma photo originale. Photomontage grâce au logiciel Nano Banana et Imagen. Vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Ndong. Interludes musicaux, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais, le logiciel Suno, interprétation faite par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Aux monstres que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.